Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e vidéo. Nous allons parler des structures de données. Alors les structures de données, ce sont des types qui regroupent plusieurs données. Et si on se rend bien compte, en fait, on a déjà étudié une structure de données qui est les listes. Parce que les listes, c'est un type qui permet bien de regrouper plusieurs données de types différents. Donc il existe d'autres structures de données, mais avant de les aborder, j'aimerais juste qu'on revienne sur les listes, parce qu'il y a quelques fonctionnalités que je n'avais pas abordées dans la première vidéo sur les listes et que j'aimerais aborder maintenant. Et en fait, ces fonctionnalités, ça s'appelle plutôt des méthodes. Les méthodes, ce sont des fonctions qui s'appliquent à quelque chose de particulier, à un objet particulier. Et en fait, les listes ont des méthodes, donc des fonctions qui s'appliquent qu'à elles. Et j'aimerais en parler parce qu'elles peuvent être utiles quand vous programmez sur les listes. Alors, la première méthode, c'est la méthode append. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo sur les listes. Et cette méthode, elle permet d'ajouter un élément à la liste. Donc si on a une liste qu'on va appeler par exemple liste avec des valeurs 1, 2, 3, 4, etc. Donc 5 par exemple, et qu'on veut ajouter un élément à la liste, on peut faire liste égale liste plus une autre liste, comme on avait fait dans la vidéo précédente où on concatène en fait deux listes, ou on peut utiliser le mot-clé append. Donc on écrit liste, point, le nom de la méthode, donc append, et ce qu'on veut ajouter. Par exemple 6. Et donc pour voir qu'on a bien ajouté l'élément, on fait print list. Voilà, donc ça c'est une première méthode. Il en existe d'autres, il en existe plein d'autres d'ailleurs que vous pourrez chercher sur internet. Une autre méthode intéressante, c'est par exemple la méthode remove qui va enlever un élément de la liste, la première occurrence de cet élément dans la liste. Donc par exemple si on veut supprimer l'élément 2, on met .remove entre parenthèses l'élément donc 2. Et là, ça va nous supprimer l'élément 2 de la liste. Donc, il nous faut l'afficher. Et on voit bien que l'élément 2 a été supprimé. Une autre méthode, c'est la méthode index, qui va nous donner, par exemple, la position de l'élément en question. Donc, si je mets, par exemple, index 3, et que cette fois-ci, j'affiche non plus la liste, mais la valeur retournée par la méthode index, c'est une petite nuance. Je devrais avoir donc la position de l'élément 3 qui est donc 0, 1, 2. Voilà, on obtient bien 2. Donc vous remarquerez bien juste la petite nuance qu'il y avait avec tout à l'heure, c'est que ici, la méthode index retourne une valeur, alors que pour les autres méthodes, remove et append, elle modifiait directement la liste et elle ne retournait rien. Et la dernière méthode dont je voudrais vous parler, c'est la méthode insert. Donc qui va permettre d'insérer un élément à un endroit précis. Donc là aussi on fait list, point, le nom de la méthode, donc insert, et entre parenthèses, et celle-ci elle prend deux arguments. Donc la première c'est la position. Donc si je voulais l'insérer à la position 2 en partant de 0, un élément, donc par exemple je vais insérer 3 à la position 2, j'écris insert 2, 3, et pour qu'on voit mieux par exemple je vais mettre 5, et normalement on obtiendrait 1, 2, 5, 3, 4, 5. Et bien sûr, il faut cette fois-ci afficher liste. Voilà. Donc voici les quelques méthodes que je voulais aborder. Il y en a plein sur internet, il vous suffit juste de rechercher dans la documentation de Python. Il y a plein de méthodes utiles. Il y en a par exemple pour compter le nombre d'occurrences d'un élément, trier la liste, inverser l'ordre des éléments, la parcourir à l'envers. Enfin, il y a plein de méthodes. Donc voilà pour la première structure de données, donc la liste. Maintenant, on va voir d'autres structures de données qui sont elles aussi très utiles. Et la première structure de données, c'est les tuples. En fait, les tuples, c'est exactement comme les listes, à une différence près, c'est qu'on ne pourra pas modifier les éléments de la liste, les éléments donc du tuple, une fois qu'il a été créé. Donc quel est l'intérêt d'un type comme ça? C'est que si par exemple on a une liste qu'on va seulement parcourir, c'est-à-dire qu'on ne la modifiera jamais au cours du temps, on fera juste qu'itérer sur elle. Alors il vaut mieux créer un tuple parce que en créant un tuple, on pourra itérer sur elle plus rapidement. Une autre utilité, c'est que par exemple, si on a donc une liste qui ne changera jamais au cours du temps et qu'on ne veut pas modifier, et ça sera plus sûr. Au niveau sécurité, ça sera mieux si on crée un tuple. Donc comment on crée un tuple? On fait exactement comme une liste, sauf que à la place de mettre les valeurs entre crochets, on les met entre parenthèses. Donc par exemple, si je veux créer un tuple
avec 0, 6, 3. On peut aussi mettre des chaînes de caractères, des listes. C'est vraiment comme une liste, on peut mettre n'importe quel type dedans, mais sauf qu'on écrit ça entre parenthèses. Et donc là, j'ai défini un tuple qui prend les valeurs 0, 6, 2 et la chaîne de caractères bonjour. Et si par exemple je veux modifier le premier élément, pour y accéder on ferait 0 et que je veux lui mettre l'élément 1, et bien là je vais avoir une erreur. Voilà, donc on peut, à la différence des listes, en fait on ne pourra jamais modifier ce type là. On peut par exemple créer donc un tuple vide. Pour créer un tuple vide on fait comme ça. Pour créer un tuple à un élément, alors ça peut causer des petits problèmes. Moi j'avais essayé, j'avais eu des erreurs, je comprenais pas trop pourquoi. Naturellement on va dire c'est un tuple où on n'a qu'un seul élément et on va écrire 3. Et si on va accéder donc à cet élément là, on va faire 0, et si on fait print 0, normalement on devrait voir 3 qui s'affiche. Sauf qu'on a une erreur, et en fait c'est parce que pour lui là, la variable t c'est un chiffre. C'est le chiffre le chiffre 3 qu'on a mis dans des parenthèses, et pour lui en fait il comprend pas que c'est un tuple, et pour lui faire comprendre que c'est un tuple il faut juste rajouter une virgule. Et donc là si je relance, j'ai bien la valeur 3 qui s'affiche. En fait ce type là on l'a déjà utilisé sans le savoir, ou en tout cas peut-être pas dans mes vidéos, mais on l'utilise souvent sans le savoir quand on fait du Python, et c'est un type qui est assez présent. Et par exemple la première utilité c'est que quand on crée une fonction, et que donc si je crée une fonction f qui prend en valeur x, et je veux retourner cette valeur et son carré, soit on crée une liste qui va prendre la valeur x et la valeur au carré, soit donc on peut retourner cette liste là, soit on peut écrire tout simplement x virgule x au carré, et ça veut dire en fait que la fonction va retourner le tuple qui a pour valeur x et x carré. Donc en fait les parenthèses ne sont pas mises, et donc quand une fonction retourne plusieurs valeurs, en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle retourne un tuple qui contient ces valeurs là. Et donc par exemple si on exécute la fonction et qu'on fait f de 3 et qu'on veut récupérer, donc on stocke la réponse dans une variable, on voit bien que cette variable là c'est un tuple. Donc on a ici 3 et 9. Et l'avantage aussi des tuples, c'est que si par exemple on veut que cette première valeur là, on veut récupérer la première valeur qui est retournée, on pourrait faire b égale a crochet 0 et c égale a crochet 1, et on aurait donc deux variables b et c dans lesquelles on aurait la première et la deuxième valeur retournée. Ou on a plus simple, on peut faire directement a virgule b, et dans a, la variable a prendra la première valeur qui est retournée et la variable b prendra la deuxième valeur qui est retournée. Donc c'est plus simple, ça facilite en fait l'écriture d'utiliser des tuples avec les fonctions dans ce cas-là. Donc on obtient bien ce que je vous disais. Une autre utilité, c'est par exemple si on veut intervertir les valeurs de deux variables, que par exemple on a une variable a qui a la valeur 4, une variable b qui a la valeur 5, et que on veut que la variable a prenne la valeur de b et que la variable b prenne la valeur de a. Alors dans beaucoup d'autres langages on devrait passer par une variable c qui serait une variable intermédiaire en quelque sorte, et par exemple on ferait c, dans c on met la valeur de a, dans a on mettrait la valeur de b, et dans b on mettrait la valeur de c. Parce que si bien évidemment là j'avais mis à la place de b j'avais mis a, et ben b et a au final auraient la même valeur. Donc dans beaucoup de langages il faut faire la manière suivante, passer par une variable intermédiaire c, alors que dans Python on peut le faire en une ligne. C'est vraiment très simple, on écrit la chose suivante, on écrit a virgule b est égal à b virgule a. En fait ce qui va se passer c'est que ici on va avoir deux tuples, donc les parenthèses en fait par défaut elles ne sont pas mises. Mais on a deux tuples, et ces deux tuples, Python va faire l'égalité des tuples élément par élément simultanément. C'est-à-dire que la valeur de b qui est ici, enfin la première valeur du tuple va être mise dans la première valeur de ce tuple-là, et la deuxième valeur du tuple va être mise dans la deuxième valeur du tuple de ce tuple-là, simultanément.
Et donc les variables A et B ne vont pas être modifiées en même temps que se font les échanges des valeurs. Voilà donc à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir sur les tuples. Donc une troisième structure de données, c'est les dictionnaires. Les dictionnaires, c'est des listes, mais qui ne sont pas forcément indexées par des nombres. Elles peuvent être aussi indexées par des chaînes de caractères. Donc vous savez que les listes, par exemple une liste qui contient n éléments, chacun des n éléments est numéroté de 0 à n-1, et c'est cette numérotation-là qui permet d'accéder aux éléments. Pour accéder à l'élément 3, on va faire liste crochet 2, etc. Et bien avec les dictionnaires, pour accéder par exemple à un certain élément, on ne sera plus obligé de faire ma variable crochet 2, 3 ou 4, on pourra faire ma variable crochet une chaîne de caractères. Et l'avantage de cette indexation-là, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, parcourir un tableau, parcourir un dictionnaire de manière plus simple selon certains cas, dans certains cas. Donc je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons qu'on on travaille avec des listes et que l'on ait une liste où l'on regroupe des informations sur les utilisateurs et que pour chaque utilisateur, on stocke son prénom, son âge et sa ville. Donc on aurait par exemple la liste suivante. Dans notre cas, ça serait donc une liste de listes, chacune des sous-listes comportant donc les informations de l'utilisateur. Et avec cette liste, on pourrait très bien accéder à chacun des prénoms, etc. Mais par exemple, c'est pas super pratique. Si par exemple on veut obtenir l'âge de l'utilisateur qui s'appelle Pierre, il faudrait d'abord parcourir tous les éléments, toutes les sous-listes, regarder le premier élément de la sous-liste, c'est-à-dire le prénom, et quand on arrive au prénom Pierre, regarder le deuxième élément de la liste pour obtenir l'âge. C'est pas super pratique. Et en fait, les dictionnaires vont permettre d'améliorer ce parcours de cette liste. Donc, dans notre cas, pour créer le dictionnaire, on va l'appeler D, par exemple, D pour dictionnaire. Donc, le dictionnaire, il commence par des accolades cette fois-ci. Donc, on met une accolade. Et pour un dictionnaire, comme on peut choisir en fait cette clé qui caractérise chacun des éléments, il faut qu'on la spécifie soi-même. Donc, on écrit parenthèse, le nom de notre clé. Donc, on va mettre ici, cette fois-ci, le prénom, Pierre. Donc ça sera le nom de la clé, Pierre. Et on va mettre ensuite les informations qui vont avec, donc 10 et Paris. On va faire ensuite la même chose pour tous les autres utilisateurs. Ce qui nous donne au final le dictionnaire suivant. Donc il faut noter juste une chose, c'est que comme pour les listes, la numérotation, chacun des numéros est unique. Pour les dictionnaires, il faut aussi que les clés soient uniques. C'est-à-dire on ne peut jamais avoir deux fois la même chaîne de caractères ou le même nombre ou la même valeur en clé. Il faut bien sûr que ça soit unique pour pouvoir accéder. Si par exemple je fais décrocher la chaîne de caractères et qu'il y a deux éléments qui ont la même clé, et bien du coup l'ordinateur ne saura pas quel élément choisir. Donc une fois qu'on a créé ce dictionnaire là, si par exemple du coup on va accéder aux informations de l'utilisateur Pierre, et bien ça sera beaucoup plus simple que pour le cas des listes. On aura juste à faire par exemple print des crochets, toujours des crochets pour accéder à un élément. Et cette fois-ci, à la place de marquer sa position dans la liste, on va mettre donc sa clé. Et la clé, ça va être donc son nom, ça va être Pierre. Et si on affiche, on a bien son âge et sa ville comme il faut. Donc en fait, les dictionnaires, ça va être un peu des super listes dans le sens où c'est une liste où en plus on peut choisir les clés qu'on va donner à chacun des éléments. Et le fait de choisir ces clés, ça va nous permettre d'organiser notre liste en quelque sorte et de faciliter l'accès que l'on peut avoir aux éléments. Mais il ne faut pas se dire que puisqu'on peut choisir les clés de chacun des éléments de la liste, il vaut mieux utiliser tout le temps des dictionnaires. Parce que si, je sais pas, on n'a pas besoin de choisir les clés, il n'y a aucune utilité de choisir une clé. Les clés de chacun des éléments, il n'y a aucune utilité à utiliser les dictionnaires. Voilà tout pour les dictionnaires. La dernière structure de données qu'on va étudier, c'est les ensembles. En fait, les ensembles au sens de Python, c'est exactement la même chose que les ensembles au sens des maths. C'est-à-dire que les ensembles, la structure de données ensemble en Python, ça va être une structure de données où les éléments ne sont pas ordonnés, dans le sens où on n'attribue pas à chacun des éléments une clé. Il n'y a pas d'indexation, on ne pourra pas dire cet élément c'est le premier, le deuxième, etc.
Comme pour les maths, les éléments d'un ensemble sont uniques. Donc quelle est l'utilité de cette structure de données? Si par exemple, je sais pas moi, on a une liste avec plein d'éléments et qu'on veut que chacun des éléments de la liste soit unique, alors on peut prendre cette liste, la convertir en un ensemble, puis la reconvertir en liste, et du coup on obtiendra au final une liste où tous les éléments sont uniques. Puis bien sûr, l'ensemble au sens de Python, ça peut être, si je sais pas moi, on a un problème de maths et on a des ensembles à traiter dans Python, et du coup on va utiliser de préférence ce type-là parce qu'on aura des opérations faites exprès pour ce type, comme l'intersection, l'union, etc. Et donc il faudra choisir ce type-là dans ces cas-là. Donc en Python, un ensemble, il commence aussi par des accolades, comme pour les dictionnaires, sauf que la différence, c'est qu'on n'a pas de clé à spécifier pour chacun des éléments. Donc on écrit accolade, puis la liste des éléments. Donc si je mets 2, 3, 1, si par exemple je remets 2, 4, 5, et que donc j'affiche la liste, et on va voir que l'élément 2, le deuxième élément 2 va avoir disparu. Voilà. Donc sur ces ensembles, on va avoir des opérations. Donc si par exemple je spécifie un ensemble B qui est -1, 3, 4, 8, 9, 0, je sais pas. Et on va donc on a des opérations. Donc la première c'est par exemple l'union. Donc pour faire l'union de deux ensembles, on va faire A pipe B. Donc si j'affiche C, ça va me donner l'union au sens mathématique. Donc on aura l'union au sens mathématique, c'est-à-dire tous les éléments communs aux deux ensembles A et B. Ensuite, je peux faire l'intersection, donc c'est-à-dire tous les éléments qui se trouvent à la fois dans A et dans B. Donc pour ça, j'utilise l'éperluette. On a aussi la différence, c'est-à-dire par exemple si je fais A moins B, en fait on va avoir tous les éléments qui se trouvent dans A mais pas dans B. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 5. Et enfin, on a ce qu'on appelle par exemple la différence symétrique. C'est l'union privée de l'intersection des ensembles. Donc là, on a besoin d'utiliser le chapeau. Et donc on obtient l'intersection, la différence symétrique. Il y a encore plein d'autres opérations. Vous pouvez aussi les trouver sur le site de Python. C'est pas très compliqué. Et donc je vais vous montrer aussi comment on peut faire donc, pour convertir une liste. Donc si par exemple cette fois-ci on va se mettre dans le premier cas d'utilisation. Si par exemple on a une liste avec les éléments 1, 1, 2, 4, 4, 6 et qu'on veut avoir une liste où tous les éléments sont uniques, alors on va faire A égale, donc on va convertir dans un premier temps la liste en un ensemble. Donc on va écrire 7 pour ensemble, 7A. On va faire A égale liste B. Et donc du coup, on aura dans A, cette fois-ci, une liste où tous les éléments sont uniques. Voilà. On aurait pu très bien aussi condenser un peu l'écriture en écrivant directement A est égal à liste de 7 de A. Ça revient à la même chose, mais j'ai fait ça en plusieurs étapes pour que ça soit peut-être un peu plus clair. C'est à vous de choisir. Bon, voilà, on vient de faire le tour des principales structures de données. Donc avec ça, vous pouvez faire déjà vraiment beaucoup de choses. Et je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en apprendre plus sur le langage Python.